Note personnelle de Matilda O'Donnell McElroy. Après que j'eus expliqué quelles étaient selon moi les raisons de la réponse, pas de réponse, aux agents des services secrets, la contrariété fut des plus vives, et fit place à un tumulte. Une discussion très enflammée s'engagea entre plusieurs officiers de renseignement, représentants militaires, le psychologue et les linguistes. Ce débat se poursuivit pendant plusieurs heures. Finalement, il fut décidé que je devrais être autorisé à poursuivre l'interrogatoire de l'alien, à la condition que j'obtienne d'elle une réponse satisfaisante à la question suivante. Top secret. Transcription officielle. Base aérienne militaire de Roswell. US Army Air Force, 509e escadron de bombardiers. Objet, Alien Interview, du 11 juillet 1947. Troisième séance. Question. Quelle garantie ou preuve devrons-nous vous fournir, qui vous convaincra de répondre à nos questions? Réponse. Elle seule parle. Elle seule écoute. Elle seule pose les questions. Pas d'autre. Vous devez apprendre, savoir, comprendre. Note personnelle de Matilda O'Donnell. Quand je revins de la salle d'interrogatoire pour rapporter la réponse de l'alien, j'essuyai un accueil grimaçant et sceptique du groupe d'agents et de militaires des services secrets. Ils ne parvenaient pas à comprendre ce que l'alien voulait dire par là. Je reconnus que moi non plus je n'étais pas vraiment capable de comprendre ce qu'elle voulait dire, mais je tins à affirmer que je faisais de mon mieux pour restituer le message télépathique. Je suggérai aux officiers que le problème de communication tenait peut-être à mon incapacité à comprendre le langage télépathique avec une clarté suffisante. À ce moment-là, je me sentais à tel point découragé que je fus presque tenté de renoncer. À présent, les débats redoublaient d'intensité. J'étais convaincu que j'allais être congédié, en dépit du fait que l'alien refusait de communiquer avec qui que ce fût d'autre, ou de ce que personne ne se fût montré capable de communiquer avec elle. Par bonheur, un homme très brillant, du nom de John Newble, spécialiste de la langue japonaise pour la Navy, trouva une explication et une solution au problème. Il expliqua que, tout d'abord, le problème ne tenait nullement à l'incapacité de l'alien à communiquer. Le problème tenait plus à son refus de communiquer avec tout autre interlocuteur que moi. En second lieu, pour que pût prendre place une communication claire et cohérente, les deux parties avaient besoin de se comprendre et de communiquer à travers un langage commun. Les mots et les symboles du langage expriment des notions et des significations très précises. Il releva que les Japonais disposent de nombreux homonymes dans leur langue, qui donnent lieu à de nombreux malentendus dans la communication courante. Ils résolvent ce problème par l'utilisation de caractères chinois élémentaires dans l'écriture des significations exactes du mot utilisé. Cela leur suffit pour dissiper toute difficulté. Note personnelle de Matilda O'Donnell. Je commençai les leçons de lecture par les premières pages d'un manuel scolaire des années 1800, ou années, Far West, destiné aux enfants de pionniers. Le manuel s'intitule MacGuffey lecteur éclectique, du niveau préparatoire au 6e. Compte tenu que j'étais infirmière, et non enseignante, le linguiste qui me confia les livres me soumit à un briefing complet, un cours d'une journée entière consacré à la méthode à suivre dans l'utilisation des manuels destinés à l'apprentissage de l'alien. Il me confia la raison pour laquelle il avait choisi ces livres en particulier. La version originale de 1836 avait été utilisée pendant 3/4 de siècle pour apprendre à lire à près de 4 écoliers américains sur 5. Aucun autre livre n'avait exercé, sur une période aussi étendue, une influence comparable sur les enfants américains. Le cours élémentaire de MacGuffey débute, dans le premier volume, le livre préparatoire, par la présentation des lettres de l'alphabet, à mémoriser en série. On apprenait ensuite aux enfants, de façon progressive, à utiliser les groupes syllabiques de la langue pour former et prononcer des mots, au moyen de la méthode phonétique qui invite à rapprocher les sons et les lettres. Chaque leçon commence par l'étude de mots qui sont utilisés dans la pratique de lecture, et par des signes écrits indiquant la prononciation correcte pour chaque mot. Je me rendis compte que les histoires contenues dans le premier et deuxième livre de lecture dépeignaient des enfants dans leurs relations avec des membres de la famille, des enseignants, des amis et des animaux. Les troisième, quatrième, cinquième et sixième livres de lecture sont conçus sur cette trame. L'une des histoires dont j'ai le souvenir était La veuve et le marchand. Il s'agit d'un conte moral dépeignant un marchand qui se rapproche d'une veuve dans le besoin.
Plus tard, lorsque la veuve se révèle une personne honnête, le marchand lui fait un beau cadeau. Les livres ne vous enseignent pas nécessairement que seuls les gens fortunés sont capables de charité. Nous savons tous que la générosité est une vertu qui devrait être pratiquée par tout un chacun. Toutes ces histoires étaient très édifiantes, et fournissaient des explications pertinentes pour illustrer des vertus telles que l'honnêteté, la charité, la sobriété, l'endurance au travail, le courage, le patriotisme, la piété envers Dieu, le respect des parents. Personnellement, je recommanderais ce livre à tout le monde. Je découvris également que le vocabulaire utilisé dans le livre était très avancé en comparaison du nombre de mots limités que les gens utilisent couramment de nos jours. Je pense que nous avons perdu une grande partie de notre langue depuis l'époque où les pères fondateurs rédigèrent la Déclaration d'indépendance, il y a plus de 200 ans. Conformément aux instructions que j'avais reçues, je m'assis à côté d'Earl l'alien dans la salle d'interrogatoire, pour lui faire la lecture à voix haute à l'aide des volumes de la série, les livres de lecture de McGuffey. Chacun des volumes comportait des illustrations simples et excellentes des histoires et des sujets enseignés, quoiqu'elles paraissent désuètes aujourd'hui. Au demeurant, Earl semblait comprendre et assimiler chaque lettre, son, syllabe et signification au fur et à mesure que nous progressions. Nous poursuivîmes cette pratique. Avec une cadence de 14 heures par jour pendant 3 jours consécutifs, sans interruption, si ce n'est, de mon côté, pour quelques repas et périodes de repos. Earl ne s'accorda aucune pause à quelque titre que ce fût. Elle ne prit aucune période de sommeil. Tout simplement, elle demeurait assise sur la chaise surchargée, dans la salle d'interrogatoire, à réviser les leçons que nous avions parcourues. Lorsque je me présentais chaque matin pour reprendre la leçon là où nous nous étions interrompus, elle avait déjà mémorisé les leçons précédentes, et était fermement engagée dans les pages suivantes. Ce processus ne fit que s'accélérer, jusqu'au moment où il devint sans objet pour moi de continuer à lui faire la lecture. Bien qu'elle n'eût pas de bouche pour parler, elle était maintenant capable de « penser » dans ma direction en anglais. À la fin de ses leçons, Earl pouvait lire et étudier par elle-même. Je lui montrai comment utiliser un dictionnaire pour rechercher les mots nouveaux qu'elle rencontrerait. Après quoi, Earl consultait le dictionnaire en toute occasion. Dès lors, mon travail consistait à opérer tel un coursier à son service, demandant à ce que les ouvrages destinés à l'étude soient livrés sur un rythme continu. Par la suite, M. Newble apporta les volumes complets de l'Encyclopædia Britannica. Earl les apprécia tout particulièrement, pour le grand nombre d'illustrations qu'ils comportaient. Après cela, elle demanda un nombre croissant de livres illustrés et de manuels contenant des photographies et des dessins. Il lui était beaucoup plus facile en effet de comprendre une signification si elle disposait d'une image de ce qu'elle était en train d'étudier. Tout au long des 6 jours suivants, des livres furent acheminés depuis les bibliothèques du pays tout entier. La raison en était, je suppose, qu'en quelques jours seulement elle avait lu plusieurs centaines de ces livres. Elle étudiait tous les sujets que je pouvais concevoir, ainsi qu'un grand nombre d'autres matières très techniques sur lesquelles je n'ai jamais rien voulu savoir, telles que l'astronomie, la métallurgie, l'ingénierie, les mathématiques et autres manuels techniques. Plus tard, elle se mit à lire des livres de fiction, des romans, de la poésie, et les classiques littéraires. Earl demanda également à lire un grand nombre d'ouvrages de sciences humaines, sur l'histoire en particulier. J'estime qu'elle a probablement lu au moins 50 livres portant sur l'histoire de l'humanité et sur l'archéologie. Évidemment, je m'assurai qu'elle reçut également un exemplaire de la Bible, qu'elle lut intégralement sans formuler le moindre commentaire ni aucune question. Alors que je demeurais auprès d'Earl entre 12 et 14 heures chaque jour, nous eûmes peu d'échanges au cours de la semaine qui suivit, à l'exception de questions occasionnelles. Les questions visaient généralement des indications contextuelles, ou à clarifier un point dans ses lectures. Étrangement, Earl me confia que ses livres favoris étaient « Alice au pays des merveilles », Don Quichotte de la Manche, et « Les Mille et une nuits ». Elle déclara que, selon les auteurs de ces récits, il était plus important de posséder un esprit supérieur et de l'imagination, plutôt que de grandes compétences ou un grand pouvoir. Incapable moi-même de répondre à bon nombre de ces questions, je consultai les personnes réunies dans la salle d'observation. La plupart de ces questions se rapportaient à des aspects techniques et scientifiques. Quelques-unes concernaient les sciences humaines. La profondeur des questions, ainsi que leur subtilité, caractérisée par un niveau de compréhension sophistiqué, révélait un intellect très pénétrant.
Je suppose, à titre personnel, qu'elle possédait préalablement des connaissances largement supérieures, sur la culture et l'histoire de la Terre, à ce qu'elle avait laissé entrevoir au début de nos entretiens. J'allais bientôt découvrir à quel point elle en savait plus.